François, trop content de t'avoir comme invité dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Records. Entrepreneur Records. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui. François est un invité assez spécial parce que on s'est rencontrés il y a déjà un bout de temps par Instagram où il me suivait déjà il y a longtemps par rapport à mon premier projet qui était Mister Galette, mon projet vinyle. Donc on a de suite matché du coup autour de cette thématique. Forcément, on aura l'occasion d'en parler. Donc l'idée c'est que François du coup se présente. Tu nous parles un petit peu du coup de qui tu es et de ce que tu fais. Tu vas nous présenter tes diverses activités parce que je sais que tu as beaucoup de choses à raconter. Donc merci François. Merci à toi. Grand plaisir. Toujours avec plaisir les invitations, mais avec un concept comme celui-ci encore plus. Donc je fais la route. Trop bien, tu viens de Montpellier. Merci à toi. Oui, exactement, ça. De Montpellier. Alors je suis pas de Montpellier initialement. Ça fait 8 ans que je suis à Montpellier. Donc je suis François Denis. Donc je suis papa de 4 enfants, 4 bébés en 4 ans. Oui, on admire la perf quand même. Oui, voilà. Tu sais, on a à peu près le même âge pour les enfants. Non, mais tu sais pas tout, non, parce qu'il y a eu les jumelles là il y a quelques semaines, donc c'est un autre niveau. Ouais. Donc pour me présenter un peu plus largement, donc je suis de profil ingénieur initialement. Donc ça c'est ma formation scolaire. Donc j'ai 2 diplômes d'ingénieur, un en France en électronique et un aux États-Unis en mécanique. Okay. Et ensuite par pure appétence, je suis tombé dans le monde de l'investissement, de l'entrepreneuriat. J'ai passé un diplôme pour devenir conseiller en investissement financier, donc gestionnaire de patrimoine comme on dit. C'est là que la plupart des gens me connaissent finalement. Donc j'ai plus un profil investisseur quand même en premier. J'ai commencé à investir dès que j'avais 18 ans et un jour, de manière traditionnelle, immobilier, bourse. Parce que la plupart du temps, les gens connaissent ces domaines en premier. Et ensuite, j'ai monté mes premières boîtes. J'étais encore à l'école, en école d'ingénieur. J'avais l'incubateur de l'école en face, j'avais l'ESSEC en face avec l'incubateur. Donc ma première boîte, j'étais encore ingénieur, première start-up. Incroyable. J'en ai monté une autre quand j'habitais aux États-Unis, parce que j'ai habité 2 ans là-bas pour passer mon diplôme et je suis encore resté une année encore là-bas. C'était où que tu habitais aux États-Unis ? À New York. Ok. Alors j'ai une relation particulière avec New York parce que j'ai déjà les 90% de ma famille qui habite là-bas. Ok. Ça, lourd. En fait, ma grande tante, la sœur de ma grand-mère, elle était tombée amoureuse d'un soldat américain pendant la Seconde Guerre. Ok. Elle est partie là-bas. En bateau, en 45. Mais non. Si, c'est un film. Ah ouais. Elle a fait 13 enfants, elle a pondu. Elle m'a déjà dit, j'étais à New York, donc vous voyez New York, il y a l'océan. Elle m'a dit, j'ai jamais vu l'eau pendant 30 ans. Ah ouais. Elle est restée à Brooklyn, elle a fait des enfants. Ouais, donc là, on est à la 3e, 4e génération, donc j'ai des cousins métis de tous les sens, des blancs, hispaniques, noirs, enfin bref. Plus le fait que mes 2 passions, ça soit la musique, le hip-hop et le basket. Donc vraiment, moi, New York, c'est une relation particulière. J'y étais plusieurs fois, j'ai habité 2 ans là-bas. Et je suis revenu donc de New York en 2015. Et je suis arrivé à Montpellier. J'ai jamais mis les pieds à Montpellier, je connaissais pas du tout, j'y suis allé pour le soleil. Je me suis dit, stratégiquement, c'est à 3 heures de Paris, t'es à 2 heures de l'Espagne. C'est une des villes les moins chères aussi d'un point de vue IMO. Donc c'était vraiment, parce que si tu vas à l'Est, c'est des prix mirobolants. Donc je me suis dit, je vais aller à Montpellier. C'était un très bon choix et j'ai rencontré ma chérie qui est devenue aussi mon associée. Donc on fait tout ensemble, on travaille ensemble, on fait de l'immobilier ensemble. J'allais dire on a des enfants ensemble, tout à fait. Tout à fait aussi. Donc on passe nos journées ensemble et donc ça se passe très bien, c'est très complémentaire. C'est important aussi dans mon parcours parce que elle déteste être mise en avant. Elle est dans l'ombre. On a l'impression que je suis tout seul dans ce que je fais. Mais déjà j'ai une équipe et j'ai Marine qui est avec moi. C'est très important. Franchement, trop bien. Moi, je vois pas mal de choses à aller plus ou moins explorer, mais déjà, parlons quand même de la relation que tu peux avoir avec Marine, parce que quand même bosser avec son conjoint, je pense que c'est un gros sujet dans l'entrepreneuriat. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Oui. Ça a démarré officiellement quand, du coup, avec Marine, quand vous avez commencé vraiment à travailler ensemble, parce que savoir que François, il est aussi derrière le compte Instagram Riche à 30 ans. Oui. Chaîne YouTube Riche à 30 ans, le podcast aussi Riche à 30 ans. Donc toi, je trouve que déjà, le nom, il parle de lui-même. Donc c'est déjà, rien que le nom, la marque Riche à 30 ans, parle d'elle-même dans le sens objectivement parlant. Voilà, l'objectif, il est posé, il est cadré. Aujourd'hui, concrètement, juste une petite parenthèse, est-ce que l'objectif, il est atteint d'être riche à 30 ans quoi? Ça dépend de ta définition de la richesse. C'est quoi ta définition de la richesse? Souvent, il y a 2 types de réponses. Ça veut dire quoi riche Ou, oh là, moi j'ai 45 ans, est-ce que c'est toujours bon pour moi toi?
Ouais. Alors déjà, j'ai plus de 30 ans. Hein. En l'heure d'aujourd'hui, ouais, exact. Alors je l'ai fait quand j'avais 24 ans, 23-24 ans, donc ça commence à faire un bail. Ouais. Mais donc la richesse, très rapidement, hein, concrètement, c'est de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux et que tu n'es pas compté quand tu veux faire des choses. Alors il faut pas commencer à se dire je vais acheter un yacht, une villa, machin chose. Une Lambo, mais c'est une liberté financière. Ouais. Bon, ça dépend des gens, du style de vie. Moi clairement c'est de pouvoir travailler 4-5 heures par jour, parce que je ne veux pas abandonner le travail, d'aller chercher mes enfants à l'école, de pas travailler le mercredi, pas travailler le week-end. Voilà, après on en reparlera, mais je suis très très minimaliste. C'est important pour moi, pour des aspects à la fois spirituels et écologiques. Je suis végétarien, donc hormis ma collection de vinyles et de livres, qui est pas très écologique, on va dire, mais ouais. C'est exactement. Hormis ça, bon, de toute façon, personne n'est parfait, et c'est le principe de l'homme. Hein, bien sûr. Mais je fais mon max, et de toute façon, c'est pour ça que c'est important pour moi. Et d'un point de vue financier, j'ai pas besoin de beaucoup, et ça rentre. Il faut faire un calcul, ça. Donc ça, pour moi, c'est ça la richesse. Et avant de parler, de répondre à ta question, et simplement, donc j'ai 4 activités. Okay. Donc il y a l'écosystème riche à 30 ans, comme tu le dis, que tu connais, qui est scindé en 2. Il y a la partie formation, événementiel, livres, magazine. Donc là c'est vraiment de l'éducation, c'est de l'entrée de gamme. Voilà, c'est des petits grands événements. Donc là, c'est ce qu'on appelle FD Conseil, ça c'est le nom de la société. Il y a FD Invest, qui est la deuxième partie. Donc là, c'est la gestion de patrimoine. Okay. C'est la partie plus haut de gamme, gestion de fortune, accompagnement dans l'investissement, avec un positionnement alternatif. Et ensuite, il y a un modèle plus start-up qui est dans le monde des crypto-actifs, des crypto-monnaies pour ceux qui ne connaissent pas le terme d'actifs numériques. Voilà. Donc connu sous le nom de L'Or Token, qui a été rebrandé en Davency. Okay. Donc la société, c'est L'Or Service. Donc ça, c'est ma troisième activité qui est complètement différente à la fois dans la structuration. C'est une vraie start-up, on a fait une levée de fonds. Qui est un exchange aussi, je crois, de mémoire. Initialement, mais qui a beaucoup évolué parce qu'on a élargi le spectre. De toute façon, entre 2020 et aujourd'hui, qu'on a l'avenir de l'exchange est aussi complètement différent. Ouais. Et la quatrième activité, c'est l'immobilier. Donc là, qui est en off, parce que là, ça me regarde que moi, que nous, en interne, mais forcément, c'est une structuration, c'est plusieurs biens immobiliers. J'ai jamais fait de courte durée, jamais fait de choses exotiques, c'est de la longue durée, appartements, maisons résidentielles et immeubles. Mais bon, forcément, je le compte parce que c'est dans la structuration, ça prend aussi pas mal de temps. Je le fais aussi avec Marine. Donc voilà, c'est mes 4 activités, c'est ça. Ok, donc l'immobilier pour toi, grosse vision patrimoniale, si je comprends bien. Voilà, patrimonial plus, parce que quand tu dis patrimonial, la plupart des gens, c'est je veux du 5% de rendement. Non, avec, toi, c'est plus, toi, un appartement en plein milieu de Paris, haussmannien. Non, je cherche minimum 10% de rentabilité. C'est quand même un bien qui va être réhabilité avec des travaux, avec quand même une belle renta. Mais je veux pas que ça me prenne du temps et de l'énergie. Donc, je vais pas faire, c'est pour ça que j'ai jamais fait de courte durée. Je veux pas faire non plus je l'ai fait par expérience, j'ai voulu faire du marchand de biens, mais c'est aussi une activité à part entière. Ça devient un job. Donc je veux vraiment avoir un patrimoine qui me prend le moins de temps possible. Donc il y a la c'est crypto, IMO, et de l'autre côté, conseil et accompagnement. Ce qui est marrant, c'est que tu nous disais que tu avais quand même un profil minimaliste. Ouais. Tu as quand même de diverses activités. Mais comment tu scindes à peu près ces activités en termes de temps, d'énergie? Est-ce que toi, tu as un planning à la semaine? Est-ce que tu as délégué des tâches? Est-ce que tu as des personnes qui s'en occupent pour toi? Je délègue au maximum. Bon, c'est un terme galvaudé de dire je délègue. Mais c'est vrai. Parce que tu poses la question à Elon Musk... il a 15 sociétés et 15 font des trucs. Lui, il n'est pas sur le lancement de la fusée en bas en train de regarder les réglages. Lui, c'est un ingénieur. Et il ne va pas travailler sur la partie ingénierie de ses fusées ou de ses voitures. Donc c'est un peu la même. Alors je ne me compare pas à Elon, mais dans le principe, toi sur la partie conseil investissement, déjà, on est 4 à temps plein. Sur la partie crypto, on est 15. Quand même. Et sur l'IMO, là en plus je me suis associé avec aussi, on s'est associé parce que je compte Marie, mais avec mon meilleur ami, parrain de mon fils, qui est aussi investisseur immobilier. Parce qu'on est ultra complémentaires. Bien sûr. Et donc à 3, moi je fais la partie financement, calcul, banque. Et lui, Marie, c'est administratif, suivi des dossiers. Et donc Mathieu, je vais le nommer. Ton associé du coup. Mathieu, lui, c'est travaux, opérationnel. Il adore ça. Donc je me retrouve en fait. Là, c'est assez récent, ça fait 2-3 ans, mais même au début, je n'ai jamais fait de travaux de ma vie en IMO. Alors maintenant, je m'y connais. Oui, mais est-ce que tu connais le sujet? Même planter un clou, c'était compliqué. Maintenant, je sais faire, je sais chiffrer, mais j'ai jamais fait ça. Je sais que ma valeur est plus importante ailleurs, et surtout que
Alors c'est pas du plus, j'adore l'immobilier en tant que tel. Puis même, je me dis que le parc immobilier français est rénové en partie grâce aux investisseurs, même d'un aspect écologique. Donc c'est important, parce que s'il n'y a pas les investisseurs derrière, tu as le parc immobilier qui tombe en ruine. Tout à fait. Donc c'est ultra important. Mais ça me prend très peu de temps. Ok. C'est vraiment... j'ai envie de dire, même la partie financement, relations, avec tous les différents partenaires, c'est la moitié du temps, je le fais déjà de base pour d'autres choses. Toi, le banquier, je le connais aussi pour les sociétés, donc ça vient dans la conversation et ça me prend peu de temps. Okay. Marine, elle préfère ce qu'elle fait. Mathieu, il adore ça. Il est déjà sur place parce que lui, il a déjà aussi. Même initialement, historiquement, on avait fait en sorte, avant la première naissance, de se dire, on va essayer de faire x2 en chiffre d'affaires et surtout de diviser le temps par 2 pour qu'on puisse avoir un écosystème où on est là pour les enfants, pas déjà à court terme parce que bon, un bébé ça prend du temps, et même ensuite de se dire bon bah voilà, on va pas travailler mercredi, on va faire en sorte que ça roule et voilà. Ok. Donc vraiment l'idée c'est de toi de... Moi ce que je vois derrière tout ça c'est que vous vous concentrez vraiment sur chacun vos zones de génie. Je pense que ça c'est un terme qui va te parler. Bon, en tant qu'entrepreneur, voilà. Excellence ou sweet spot comme disent les Américains. Ok, d'accord. Ok. Franchement, c'est hyper riche ce partage. Il y a beaucoup de choses. Bon, aujourd'hui, voilà, tu le sais, ce podcast, l'idée, c'est qu'on rentre un petit peu aussi, voilà, qu'on aille explorer un peu les dessous de qui est François. Vas-y. Okay. Je suis prêt. Tu nous as déjà parlé et partagé, au moins que c'était ton arrière-grand-mère qui était partie. Alors, mon arrière-grande-tante. Arrière-grande-tante, donc qui était partie aux États-Unis. Ma grand-mère, elle a fait l'inverse. Elle a eu qu'une seule fille, qui a eu qu'un seul fils. Moi, je suis petit-fils unique, donc il y a très très peu de personnes en France. Toute petite famille. Moi, j'ai pas de frères et sœurs, j'ai pas de cousins, j'ai pas de... C'est l'inverse, alors que de l'autre côté, je connais quasiment aucun aux États-Unis. Mais en France, ce qui a construit mon caractère et aussi vers où je voulais aller, c'est que j'étais très souvent seul tout le temps. Ok. Ouais. Donc t'as appris à t'ennuyer du coup. J'ai appris à m'ennuyer et à m'adapter et pas avoir forcément aussi de repères. Ok. Je sais que tous ceux qui ont frères et sœurs déjà, enfin surtout des grands frères ou des grandes sœurs, c'est complètement différent. J'étais un peu isolé aussi même d'un point de vue géographique, donc et mes parents faisaient en sorte aussi que j'avais pas forcément beaucoup d'amis. Donc voilà, c'était assez particulier en France. Mais... Parce que toi tu viens d'où toi ? Alors je viens de Meurthe-et-Moselle. Ok. 54, juste à côté de Nancy. Pour ceux qui connaissent, c'est un tout petit village, Varangéville, ça s'appelle. Techniquement, une ville productrice de sel. D'accord. De sel souterrain, pas de sel type Camargue. Sel, c'est une mine. Et famille plutôt, j'allais dire pauvre, pas pauvre, mais presque. Parce que ma mère n'a jamais travaillé et mon grand-père travaillait à la mine. Donc c'est vraiment, pas comme dans les films, mais industriel. Un peu le cliché français, un peu anciennement, c'était famille minière. Voilà. Et un seul salaire à la maison. Bon, après, ceci dit, il n'y avait que moi comme enfant, donc ça allait, on manquait de rien, mais aucun entrepreneur dans la famille. Et on faisait vraiment on partait une fois en vacances et voilà, on roulait pas sur l'or non plus, quoi. Pour faire simple. Donc tu m'as envoyé une photo qu'on va partager. Cette photo, elle a été prise là-bas ? Exactement. À Varangéville, tout à fait, en Meurthe-et-Moselle. Je sais pas la date exactement, mais peut-être 96, 97, quelque chose comme ça. Donc toi, t'as grandi seul ? Ouais. Donc sans frères et sœurs. Donc comment ça se passait du coup, toi, tes relations sociales à cette époque-là, quand t'étais petit ? J'allais dire, parce que j'ai une vision là. En plus, c'était la dernière maison du village. Donc derrière, il y avait une forêt. Et l'autre côté, c'était un champ. J'ai une relation, un côté agriculture, paysan. Et du coup, il y avait souvent des vaches qui venaient passer la tête dans ma maison, dans mon jardin. J'allais dire, du coup, mes relations, c'était avec les vaches en premier. Excellent. Donc c'était pas loin, parce que finalement, très renfermé avec mes parents, qui ont eu une histoire personnelle assez particulière, qui faisait qu'ils étaient très casaniers et sur lequel forcément moi tant que j'avais pas fini mes études, en gros, pour faire simple, je devais pas avoir d'amis et je devais pas avoir de petites copines et c'était études et je pouvais rien faire d'autre. Et comme géographiquement j'étais très excentré, j'avais pas de solution non plus pour partir, D'accord. Donc vraiment, moi, ma vie d'adulte, on va dire, a commencé à 20 ans. En fait, quand je suis parti en école d'ingénieur, j'ai fait maths sup, maths spé au même endroit. En plus, j'ai fait collège et lycée, prépa maths sup, maths spé au même endroit. Donc j'ai fait quasiment 10 ans dans ce collège-lycée. Et du coup, je suis rentré dans une école d'ingénieur, mais qui était à Paris. Et donc là,
Voilà, Pump It Up. Là, en plus, il y avait une prépa intégrée dans cette école d'ingénieur, ça veut dire que c'est une prépa un peu allégée. Ouais. Donc tous ceux qui viennent de prépa classique en général, ils tartinent de fou et ils sont bien meilleurs que les autres. Donc moi j'arrive, j'ai du 18 sans rien, sans travailler. Et donc là, Pump It Up, 2 ans à Paris, 2 ans à New York. Donc là, je commence ma vie à 20 ans en fait. Ok, d'accord. Durant ton enfance, en fait, tu disais que voilà, tes parents avaient une histoire particulière. C'était quoi un peu la relation que tu entretenais avec tes parents? Avec le recul, un peu particulière, parce que tu le vois pas, toi c'est un peu le principe de, un grand mot, mais d'une emprise psychologique, c'est que quand t'es dedans, tu le vois pas. Okay. Surtout quand t'es enfant, t'as pas le recul, des fois t'as pas, à la fois pas l'expérience et tu peux pas te dire, t'es pas un psychologue quoi. Tu sais pas, ouais. Alors il faut savoir que ça va faire 5 ans que je suis fâché avec mes parents. Ok. Donc plus aucun contact avec eux, assez toxique de base. Ouais. Et si tu fais le calcul, ils ont du coup jamais connu mes enfants. D'accord. C'était justement avant que la première arrive. Ok. Donc, pour revenir sur mon enfance, j'étais plutôt proche de ma mère sur l'aspect relations humaines. Elle me ressemblait plus. Alors, c'est les deux opposés. Mon père, c'est un ingénieur en informatique, très carré, très cartésien. Mais l'art, par exemple, la musique, le cinéma, pas son truc. Ouais. Alors que moi, j'étais plutôt multipotentiel. J'ai adoré les sciences, j'adorais l'art, j'adorais la musique, j'adorais l'ingénierie. Mais je savais pas quoi faire. D'ailleurs, pendant très très longtemps, je savais pas quoi faire. Incroyable. Et ma mère, c'est l'inverse. Elle avait fait les beaux-arts. Ok. Donc, artiste dans l'âme, du coup. Ouais. Capte pas grand-chose à la science, à l'ingénierie. Donc, total opposé, mes parents. Mais... Parce qu'après, évidemment, il y a grâce et il y a à cause. Donc, mais quand même, grâce à cette ouverture d'esprit, j'avais comme des choses qui m'ont permis de... Alors, elle n'a jamais travaillé, ma mère, mais il y avait quand même l'aspect artistique sur lequel j'étais plus proche de ma mère. Mon père, j'étais plus proche sur l'aspect scolarité. Ok. Voilà, il m'amenait à l'école, il m'amenait aller faire du sport, mais... Relation assez froide, adolescence un peu compliquée. Alors, j'ai jamais été rebelle, j'étais... Ouais, t'étais un enfant calme, mais bon, ouais. Bonne note, j'étais jamais le premier, mais bon, j'étais dans un collège-lycée privé catholique, donc forcément c'était aussi des très très bons profils. Voilà, mais même jusqu'en prépa, comme je te l'ai dit, il fallait focus total, rien faire d'autre. Que travailler. Travailler. Donc relation un peu froide, un peu conflictuelle, compliquée. Ok, d'accord. Ton adolescence, du coup, ça s'est passé comment? J'aimerais comprendre aussi comment tu as pu arriver à avoir cette ouverture d'esprit et cette appétence à vouloir entreprendre, à investir, à te dire voilà, qu'est-ce que c'est qui t'a amené à ça, tu vois. Mais du coup, ton adolescence, entre l'enfance, ton père, je comprends qu'il t'a amené cette vision du travail, ta mère, un côté assez artistique, ouverture spirituelle, si je peux me permettre. Mais du coup, l'adolescence, comment ça se passe? Donc, t'as des amis à ce moment-là toujours ou pas du tout? Pas trop. Après, quand t'arrives au collège-lycée, tu te rapproches de certaines personnes, mais quand tu peux pas sortir le soir... je disais pas sortir à faire la folie tous les soirs, mais au moins quand tu commences à avoir 15 ans, tu peux commencer à sortir en ville, toi. Et ça, j'ai jamais fait. Okay. Ça, j'ai jamais fait. Donc les potes que j'avais, c'était, je les voyais au collège-lycée. Alors il y a deux choses par rapport à mon adolescence et mon parcours, si je puis dire. La première, c'est, et là tu vas comprendre finalement pourquoi j'ai ces passions, enfin mes deux passions, que sont le basket et la musique, notamment le hip-hop, c'était que je me renfermais là-dedans. Ok. Enfin, j'allais dire, ça m'a sauvé. C'était ton échappatoire un peu, quoi. Mon échappatoire, et la musique, c'était mes amis, quoi. Ouais. C'était mes amis. Okay. J'écoutais des heures et des heures de musique par jour et je faisais du basket 4 heures, 5 heures par jour. Ah ouais. Pendant 6-7 ans. D'accord. Donc je faisais énormément de sport. Ça, c'était pendant l'adolescence, du coup? Collège-lycée, donc vraiment, enfin j'ai commencé le basket à 9-10 ans, mais vraiment à partir du collège, parce qu'en plus il y avait des panneaux de basket partout, enfin je ramenais mon ballon, j'étais celui qui ramenait le ballon, toi. Ok. À chaque pause, je me dépêchais de manger, je jouais au basket tout le temps, après... donc c'est genre François qui faisait le coup d'envoi parce que tu ramenais le ballon sur le terrain. Il y en a certains qui ramenaient leur ballon, mais j'étais la référence, j'étais dans l'équipe de basket du collège-lycée. Ok. J'avais un bon niveau, je jouais au SLUC de Nancy, pour le basket. Okay. Ça m'a permis de me canaliser, et la musique, c'était vraiment... j'ai commencé ma collection à peu près à ce moment-là, c'était d'abord les CD. Ouais.
J'ai fait Les compact disques pour ceux qui comprennent pas. pour les plus jeunes. Ouais, pour les plus jeunes, ouais. Ça revient. Ouais, ça revient. ça revient. C'est pas la mode. Et donc oui, là, on consommait pas la même façon en plus la musique à l'époque, donc il y a 15-20 ans. On consommait plus un album ou un artiste. Et donc effectivement, les quelques références que j'avais, voilà, c'était mes idoles, quoi. Ouais. C'était mes idoles. Voilà. Donc à cette époque-là, en plus, bon, c'était on va dire, bon, je sais pas s'il y avait YouTube à cette époque-là. Si, je crois que ça existait déjà. Je sais. Peut-être pas au collège. Peut-être pas au collège. Je crois il y a pas. les premières vidéos, Non, mais ça non, doit être des trucs à... Ouais, je crois pas, mais en tout cas, bon. Il n'y avait pas de clip. Ouais, voilà. Enfin, ouais, c'est vrai que du coup, non, les clips passaient sur l'époque. Il y avait, c'était sur M6, comme on pouvait voir les clips. Il y avait encore le MTV. Bon, pour ceux qui avaient les câbles, tu vois. Ouais, ça partageait un petit peu, mais pas beaucoup. Mais bon, c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup de au disques. lycée. Ouais, ça c'était vraiment au lycée après. Ok. Bah, il faut savoir que même techniquement, donc ça c'était le premier point que je voulais développer. Mon premier business, qui n'était pas voulu comme un business, j'étais encore mineur, et c'était un blog sur la musique. Ok. Mais incroyable. Au début, c'était. Tu l'avais fait sur quoi? La période Skyblog. Skyblog. Alors après, j'avais un peu step up. C'était devenu un WordPress. Ok. T'es passé par MySpace ou pas? Non. Non, MySpace, non. Ok. Non. Vraiment Skyrock, Skyblog, puis WordPress. Des choses que je cachais à mes parents. Pourquoi? Parce que ça, genre. Il fallait pas que je fasse ça. T'es fou, toi. Et genre, ça pouvait pas, genre, si ton père ou ta mère, je pense qu'elle il fallait que je travaille. Ok. Je pouvais pas avoir. Puis en plus, au bout d'un moment, je le faisais bien. Je faisais des reviews d'albums, je faisais les sorties. Donc, tu étais une critique, en fait, c'est un blog un peu critique. Ouais, c'était du critique il y a 20 ans. Tu donnais l'accès à des gens. C'était le début du Web 2. Parce que maintenant, on parle du Web 3. Ouais. Le début du Web 2, c'est-à-dire que les débuts des réseaux sociaux, les débuts du blogging, qui était quasiment la seule chose au-delà des forums. J'étais dans quelques forums, même avec une position assez de référent. Enfin, et du coup, ce blog avait bien marché et on commençait même à m'inviter gratuitement dans des concerts. Incroyable. Incroyable. Et je pouvais commencer à le monétiser. Ouais. Mais j'avais aucune notion de business. Comme je t'ai dit, j'avais pas d'entrepreneur, donc même moi, ça m'était pas traversé l'esprit d'en faire, de gagner de l'argent. Il existe toujours ce blog ou pas? Non, en plus Skyrock, ils ont supprimé les Skyblogs. Je crois que c'était il y a 2-3 mois là. Ils ont annoncé la fin du Skyblog. Mais je l'avais retrouvé il y a pas longtemps. Ok. Et dès que j'achetais un album, je mettais, je le partageais, je prenais des photos, je disais même le prix auquel je l'achetais. Du coup, ça faisait du reach, ce genre de choses. Et il y avait une communauté. C'était un petit écosystème, mais des personnes qui me suivaient à chaque fois qu'ils avaient une notif quand je faisais un post. Excellent. Ils aimaient la même musique que moi, on partageait. Ils se retrouvaient sur des forums à l'époque. Okay. Des forums qui ont disparu aussi. Mais... Donc ça, c'était ma première expérience. Donc au final, première expérience communautaire. Communautaire avec 15 ans, 16 ans. Ouais, donc au final, donc, tu pouvais connecter avec des gens déjà sur le web. Donc même une appétence déjà sur le digital. Bon, après, je suis assez geek. Alors pas le geek gamer, ça d'ailleurs je joue pas aux jeux vidéo, voilà. Mais le geek technophile. Ouais, donc plutôt technophile. Ouais, ok. Très technophile. J'étais sur des forums. Je me rappelle, j'étais sur le forum G-Unit France. Ok. Et à un moment donné, ça avait même tellement bien marché qu'il y avait G-Unit, donc G-Unit c'est 50 Cent, qui nous avait dit faites un jeu concours et on fait gagner un album dédicacé par 50 Cent et c'est vous qui le faites gagner. Énorme. Donc j'avais organisé ça, toi. Ce genre de choses. On a été contactés par les Américains. Si on se rend compte quand même aujourd'hui, G-Unit, c'est. Ouais, et puis avec le recul, sur le moment c'était une grosse hype, mais avec le recul, c'est un gros truc. Bah ouais. C'est un très très gros truc. Non, plus grosse machine, 50 Cent, France, 16 ans, 17 ans. Énorme, excellent. Et donc ensuite, pour vraiment répondre à ta question, pourquoi je suis arrivé à faire du business, je pense qu'avec le recul, soit tu fais exactement comme tes parents, souvent, et tu le vois même chez les artistes, chez les sportifs, ils reproduisent. Soit tu fais l'inverse. Totalement l'inverse. T'es en confrontation, tu veux exactement ne pas faire ce que fait. Okay. Parce que moi, pour mon père, je devais être ingénieur aussi, limite comme lui. Rester habiter à Nancy et rester avec eux. Ça, ils me l'ont dit. Toi, Tanguy, pas avoir de chérie, être ingénieur. Du coup, j'ai fait l'opposé. J'ai voyagé, j'ai déménagé, je crois, 11 fois en 13 ans. Et j'ai voulu, et ça aussi, je l'ai caché à mes parents. Je m'étais dit, en fait, à 18 ans, j'ai 5 ans en fait de cursus scolaire pour arriver au bac plus 5, ingénieur, enfin bref. Ouais. Et je m'étais dit, j'ai ces 5 ans là pour commencer à investir et commencer à entreprendre. Et je me dis, là, ils vont pas m'embêter parce que moi, je sais que je l'aurai mon diplôme. J'aurai mon diplôme. Et comme ça, à 23 ans, à la fin de mon diplôme, je n'aurais pas rentré dans le
cursus traditionnel, rat race, comme certains disent, même si c'est péjoratif, mais j'aurais pas à travailler et être salarié. Voilà. Et ça, ils l'ont pas su. Ok. Et du coup, ça a été assez violent, brut, le jour où ils l'ont su, où j'allais pas être salarié et que j'étais entrepreneur et que j'avais déjà monté des trucs. Quoi. Ok. Mais si je l'avais dit, déjà ils m'auraient découragé, donc je pense qu'aussi ça aurait été pas une bonne nouvelle pour moi, dans le sens où j'aurais pas eu de soutien. Ouais. Et ça aurait été compliqué. J'aurais préféré, d'ailleurs je pense que c'est un conseil que je donne souvent aux plus jeunes, s'ils me disent est-ce que je dois le dire à mes parents, je suis pas bien soutenu, moi je dis dites rien. Okay. Faites votre truc de votre côté, et le jour où vous avez des résultats, là ils peuvent plus rien dire. Et oui, puisque c'est factuel. C'est factuel, il y a des résultats, il y a du chiffre. Donc c'est un conseil que je donne aux plus jeunes, c'est ne le dites pas. S'il y a un entourage qui est complexe ou toxique, il faut pas le dire. Ok, d'accord. Du coup, aujourd'hui, donc tes parents sont absents de ta vie aujourd'hui. Totalement absent. Totalement absent. En plus, j'ai pas de nouvelles, comme tu l'as compris. J'ai une toute petite famille en France, donc et j'ai même pas un frère qui pourrait toujours bien s'entendre. Je sais qu'ils ont déménagé, parce que comme maintenant les deux sont à la retraite, alors, ils m'ont eu tard. Et je pense qu'aussi, j'allais dire une génération, mais il y a voire même 2 générations d'écart. Ok. Enfin, ils ont 75 ans. Non ah ouais. Ils ont déménagé, donc je sais qu'ils sont plus en Meurthe-et-Moselle, ils sont ailleurs, mais je ne saurais même pas leur adresse. Toi. Ok. Et ils en ont rien à faire de mes enfants. Toi. Ok. Et tu vis comment, toi, en tant que parent, ça ? Je redoute le moment où déjà mes enfants ils vont me poser la question. Ouais. Alors, la grande m'a déjà demandé, mais je sais pas pourquoi elle a jamais percuté. Elle connaît le prénom de mes parents, mais elle m'a jamais dit, mais pourquoi on les voit jamais ? Ouais, on voit pas papi, mamie. Alors que côté de mes beaux-parents, c'est l'inverse. Mon beau-père, il est incroyable, c'est un entrepreneur du Sud, il est incroyable. Je m'entends super bien avec lui. Ok. Donc c'est l'inverse. Donc heureusement, en plus ils sont proches, on s'entend super bien, et ils ont des grands-parents qui sont là. J'ai aussi pris la décision de les écarter de ma vie il y a 5 ans, justement parce que j'allais avoir des enfants. Ils ont fait des trucs qui étaient vraiment pas cool, mais bon, si c'est que moi, ça peut aller, ça reste mes parents, je faisais l'effort. Ouais. Et plus ça allait, plus c'était de pire en pire. Toi. Moi, je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'ils faisaient, moralement, pas forcément physiquement, mais moralement. Des fois, c'est même pire que physiquement. Ouais. Et il y a des choses qu'ils ont dites et qu'ils ont faites avant que mon premier arrive, qui était inacceptable, et je leur avais dit, le minimum, c'est que vous vous excusiez. Ok. Ils ont refusé. Moi je dis excusez-vous et on passe on passe l'éponge. C'est ça. Ouais. Et vous pouvez voir les enfants. Enfin de toute façon ils n'étaient pas nés encore et on tente un truc. Ils ont même pas voulu s'excuser. Okay. Non, c'est pas moi de m'excuser. Un côté égo très 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 important. Ouais. Je voulais pas de cette toxicité là pour mes enfants. Ok. Tout simplement. Un sujet que je comprends aussi totalement parce que au final, est-ce que tu t'es dit mais pour mes enfants, en fait, je veux vraiment leur créer un cadre un peu sain. Mais bien sûr, surtout qu'en fait, je suis très famille paradoxalement. Alors peut-être que c'est aussi parce que je fais l'inverse de ce que je n'ai pas eu. Ouais. Et bizarrement, j'ai retrouvé ça chez mon meilleur ami Mathieu, avec qui je fais de l'immobilier. Lui aussi, il est famille, mais incroyable. Ouais. Déjà, aucun entrepreneur investisseur, mais il se déchire. Il a même pas de relation. Enfin, il est en contact avec ses parents, mais ils comprennent rien. Donc, on est exactement dans la même situation. Okay. On s'est retrouvés. Et alors que pour nous, c'est très important la famille. C'est le côté. Tu crées ta propre mafia, toi. Ton propre empire. Ouais, exactement. Peut-être pour ça aussi que je veux plusieurs enfants. Mais que la famille proche ou les amis. Ça, c'est la vraie famille. Après que tu es des membres de la famille, tu t'entends pas. Bon, c'est pas que c'est pas grave, mais. Non, mais ça passe, quoi. Mais voilà. Mais tu crées ton propre écosystème. Ok. C'est tout. Ok. Tu parlais de ton beau-père. Ouais. Donc le père de Marine, du coup. Exactement. Qui donc, j'ai l'impression que tu es très proche. Ouais. Il a investi dans ma levée de fonds, leur token. Je lui ai fait investir dans l'immobilier. Donc ça, en plus, il a confiance. Ok, franchement c'est lourd. Donc en plus, tu peux aussi contribuer toi avec tes compétences et tes connaissances aussi pour tes proches et pour ton entourage. Donc ça, je trouve ça juste magnifique. Ouais, c'est trop bien ça. Ouais, non, ça c'est trop bien. D'ailleurs, c'est marrant. Tu vois, changer la vie. Une anecdote, tu vois, nous avec ma compagne, nous on a une RP, on n'a pas encore investi et on a lancé une courte durée chez mes beaux-parents. Trop tu bien. vois. Donc en fait, du coup, mes beaux-parents, le levier, soit financement, donc, soit. Voilà. Bon, bref, pour l'anecdote, ils ont une dépendance qu'ils exploitaient pas en fait.
Donc il y a du manque à gagner. Voilà, du manque à gagner. Mon beau-père est à la retraite, mais bref, tu vois, on a pu contribuer aussi, tu vois, à ce qu'il puisse, tu vois, souffler un peu tous les mois, de se dire allez, tu vois, on peut se créer un petit capital. Bref, et je trouve ça cool de pouvoir contribuer aussi pour les gens qu'on aime. Mais le sujet au final n'est pas là, mais je comprends du coup ta pensée et du coup ce que tu dis. Mais est-ce que si je te parle de notion de transfert, ça te parle ou pas? Oui, après, justement, pas avec n'importe qui. Ok, ouais. Parce que avec ton beau-père, par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est ton deuxième papa? Est-ce que... Bah oui, je pense que même si j'ai un problème ou des choses à dire, c'est peut-être la première personne avec qui j'en parle. Enfin, en tout cas, homme. Ouais. Homme, au-delà de mes amis, ça c'est sûr. Après, il a le côté expérience, une génération en plus, bien évidemment. Et puis on lui passe le bonjour. C'est sûr. Et entrepreneur. Alors, entrepreneur, c'était marchand de fruits et légumes dans le sud. Aucun rapport avec ce que je fais. Mais terrain. Gros travailleur, toute sa vie s'est levé à 4h du matin. Il n'y a pas plus terrain qu'une activité vendeur de fruits et légumes. Toi, 15 km par jour. Ouais. Une proximité avec la clientèle incroyable. Non, mais oui, commerçant incroyable, tout le monde le connaît. On se promène, il y a la moitié de la ville qui le connaît. Ouais. Toi, encore alors qu'aucune présence en ligne, tu peux te dire, en fait, toi, il n'y a pas besoin d'être sur Internet. Ouais. Donc on s'entend très bien par rapport à cette vision. Moi je l'aide sur d'autres choses, donc ça c'est génial. Et je l'ai fait investir parce qu'en plus là il est à la retraite, il m'imagine bien qu'un métier comme ça, pas grand chose, pour dire que dalle. Donc le peu de ce qu'ils ont mis de côté plus un petit héritage qu'ils ont reçu à peu près au même moment de la retraite. Okay. Immeuble de rapport, Béziers, plus en un bien, plus que sa retraite. Excellent. Voilà. Incroyable. Et aujourd'hui, clairement, du coup, moi je l'ai fait pour eux, évidemment, mais longue durée, bien patrimonial, un peu plus de 10% de rentabilité. Propre. Trop bien. Excellent. Et du coup, pareil pour mes beaux-frères, ma belle-sœur, je fais pareil. Du coup, là, c'est limite, on a presque la moitié d'un village. C'est trop bien. Ça, c'est ça, en fait, qui est bien parce qu'au final, je pense que quand on a ces compétences-là, je trouve ça énorme de pouvoir aussi contribuer pour ses proches, notamment à cette hauteur-là. Tu vois, de mettre déjà bien un peu, tu vois, son entourage. En fait, je me dis, si j'étais pas là, ce serait limite, les personnes âgées que tu vois dans les infos, là, qui gagnent 800 € par mois, j'arrive pas à joindre les deux bouts, inflation, ce serait ça, en fait. Alors, c'est horrible. Bien sûr. Et il s'est levé toute sa vie à 4h du matin. Moi, je travaille moins que lui. Je me lève à 9h, toi. Combien de retraite il a, tu le sais ou pas? Ouais, il a 900, je crois. 900. Qu'est-ce que tu fais avec 900 balles par mois aujourd'hui? Oui, il a cotisé toute sa vie. Il a arrêté l'école pour travailler. Il a commencé à travailler à 15 ans. Hein. Ouais, donc au final, c'est quand même... c'est compliqué, mais tu sais, après, malheureusement, c'est la connaissance. Je sais que la plupart des gens qui sont à la télé, qui témoignent, ou les types gilets jaunes, malheureusement, c'est parce qu'ils savent pas. Ouais. Ou ils n'ont pas envie de savoir et qu'ils pensent que ça n'existe pas. Parce que capitalisme, parce que machin chose. Ce que je peux l'entendre, évidemment. Si tu n'es pas convaincre tout le monde et que tu peux pas te dire que tout le monde le fait. Et d'ailleurs, si tout le monde le fait, ça marche pas. Mais c'est malheureusement c'est la loi du plus fort, et que effectivement là ce projet c'est à la fois pour eux et puis peut-être que ça sera aussi pour les petits enfants, et que la succession c'est déjà bouclé aussi. Ça aussi. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont de l'immobilier, même juste leur résidence principale, ils se font dégommer à 60%. Du coup les enfants ou petits enfants ils peuvent rien faire. Bah oui. C'est la pire des choses, c'est la succession. Alors que là, problème résolu déjà. SCI, je suppose. Ouais, mais c'est pas compliqué, ou une holding familiale, ou ce genre de choses, actionnaire majoritaire pour les enfants sans qu'ils aient droit de décisionnaire, et en fait, t'as réglé le truc. Si tout le monde fait ça, en fait, ça résout le problème, et il n'y a pas à payer 100, 200 000 € donc en plus, pour un bien qui coûte 500 000, toi. Donc toi, en plus, t'as apporté ta vision, du coup, après, je pense qu'il va. Oui, mais bon, au final, t'as mis ta gestion patrimoniale, toutes tes connaissances, en plus de mobilier. Oui, du coup, dans tout l'immo, je pense de base, n'importe quel investisseur tombe dans l'immobilier un jour ou l'autre. Même le mec qui fait que de la crypto, au bout d'un moment, normalement, l'immo, surtout chez le français, surtout avec le parc immo qu'on a, normalement, tout investisseur fait de l'immo. Et ça rassure. Toi, je vais pas faire investir quelqu'un à la retraite dans les cryptos s'il pipe que dalle. Ce genre d'exemple. Mais l'immo, c'est génial. Et puis même si tu as un pépin dans ta vie, tu revends ton IMO et normalement tu as même fait une plus-value si tu as bien fait les choses. Si tout va bien. C'est pour ça que c'est super bien l'immobilier, avec tout à fait l'IMO. Ouais, je comprends. François, j'aimerais bien qu'on embraye sur une question. Quel a été l'événement le plus marquant dans ta vie?
Alors, j'imagine que dans toute histoire, pour chaque personne, il y a des événements marquants, c'est ce qui fait notre unicité. Toi qui es dans le branding, Exactement. dans le storytelling, c'était effectivement ce qui est un des paramètres, une des choses qui a pu marquer, on va dire, mon adolescence. Donc mon père qui donc travaillait à France Télécom Orange. Oui. Qui a fait toute sa carrière là-bas. Dans les années 2000, donc je sais pas si tu te souviens, il y avait une vague de suicides. Oui. Dans toute la France. C'était pas que local, c'était pas un one shot, c'était vraiment. Ça a duré longtemps. Ouais. Oui, c'était un problème national. Ouais, tout à fait. C'est remonté et le management à l'ancienne avec le petit chef, le N+1, le N+5 qui avait énormément de pression. Donc mon père, lui, avait eu des collègues pour lesquels c'était arrivé. Donc dans la région en Lorraine. Et j'imagine que lui aussi subissait la même chose. Enfin, il y avait une pression qui faisait que, alors je sais pas s'il en a jamais discuté de ça, mais s'il avait eu des pensées également dans ce sens-là. Mais le fait est que les dommages collatéraux, c'était que lui était effectivement colérique. C'était très compliqué d'avoir une conversation avec lui. Il était en stress très très souvent. Et voilà, il suffisait d'être en contradiction ou d'émettre un avis, toi, pour que ce soit compliqué, qu'il parte de suite dans les tours. Et ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Plus le contexte, effectivement, quand dans ta boîte, tes collègues, il y a des suicides, c'est jamais un bon contexte. Donc, moi, dans mon cheminement et dans ma logique, parce que ça durait longtemps en plus, c'était puis les premières fois que tu te demandes vraiment ce que tu veux faire dans la vie, début de cursus, est-ce que je fais ça, je choisis telle voie, déjà dis que tu vas pas faire pareil. Et je me suis dit que clairement, je l'ai pas associé à son taf ou à la boîte, je l'ai associé au salariat. Le fait que tu es un patron de patron et que mais tu connais même pas qui est en haut, mais tu dois rendre des comptes quoi qu'il arrive, même si tu fais bien ton taf. Et si tu le fais bien, ça sera toujours pire parce qu'ils vont nous demander plus d'attentes. Donc c'était vraiment un événement important, bien évidemment, déjà familial, personnel et pour plus tard, tout simplement professionnel dans le choix que j'ai fait et de se dire jamais de la vie je serai salarié. Et c'est pas tant le format du salariat qui est gênant, c'est que de faire ce que je veux. Beaucoup parlent de liberté, c'est pas forcément le terme de liberté, c'est d'insoumission. De pas rendre des comptes ou une pression de quelqu'un d'autre qui fasse que. Embaucher à 9h, tu fais embaucher à 9h, tu commences à 9h30, 9h30. Après, moi, je suis très flex avec les personnes avec qui je travaille. Ils peuvent travailler au full remote, comme on dit, ils peuvent commencer quand ils veulent et ils s'adaptent par rapport à ce qu'ils font. Donc, je pense qu'en termes de management, c'est déjà beaucoup plus sympa. Mais voilà, exiger des choses, mettre des objectifs inatteignables, il y en a plein qui font ça encore. En 2024, c'est pourquoi tu fais ça ? T'as aucun plaisir à travailler, t'as pas d'évolution possible, tu as des objectifs que tu peux pas atteindre, c'est pas. Donc non, ça a été marquant sur tous ces points, quoi. Sur le moment et par la suite, sur le long terme. Ok. Donc toi, au final, ça t'a vraiment donné cette vision de, en fait non, je veux vraiment faire l'inverse. Ouais. Vraiment l'opposé de ça. Ouais, c'est dans la réflexion et dans mon avancement. Après, c'est toujours la même chose. Quand t'es sur le moment, tu sais pas vraiment. À la fois, tu te connais pas, ce qui est une des choses les plus importantes pour soi-même, c'est la connaissance de soi. Et dans la structuration de ton évolution personnelle, professionnelle et de ce que tu vas faire. Et donc, tu fais l'opposé. Ouais. Clairement. Oui, d'accord. Ok. Maintenant, écoute, on va enchaîner sur quelque chose de plus gai. On va enchaîner sur la séquence From Scratch. Ok, François, comment tu te définirais en un seul mot ? Spirituel. Ok, c'est calé. Si je devais le définir, effectivement, c'est quand tu commences à te poser des questions qui sortent du comment, des questions métaphysiques, on va dire, mais clairement de pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je dois avancer dans un sens plutôt que l'autre, pourquoi je dois faire des choix, quelle est ma mission sur Terre, finalement, c'est ce genre de questions, et de pas être de la biomasse, comme je le dis très souvent, auprès de coachés, c'est-à-dire de pas être juste un être humain qui va consommer et qui ne sait pas pourquoi il est sur Terre, qui n'a pas de mission. Alors évidemment, encore une fois, on n'a pas besoin de tous être des Elon Musk ou que sais-je, d'ailleurs en termes d'excellence, mais de se connaître soi-même, d'apprendre là où on doit être, et
en faire profiter les autres. À la fois, quand je dis les autres, c'est n'importe qui, son entourage aussi, proche ou lointain, et son écosystème, la nature avec un grand N. Et donc forcément, tu arrives sur des leviers psychologiques, tu montes en fait en termes spirituels, qui vont faire que derrière, tu vas avoir une logique qui est tout à fait différente. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, où j'avais eu un rejet de la religion à l'époque avec mes parents, parce qu'on n'était pas on était croyants et on n'allait pas à la messe tous les dimanches, mais j'ai eu tous les sacrements, j'ai fait la confirmation, j'ai fait la profession de foi, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais comme tout adolescent et enfant, tu t'en tapes le coquillard, dire que c'est pas important, tu vois pas la logique, tu vois pas la finalité à ça, et donc comme ce que je viens de dire sur beaucoup de choses, je l'ai rejeté, notamment dans l'adolescence, dans le début de ma vie adulte, ce qui me semblait logique, et je voyais pas l'objectif en fait derrière tout ça. Et après je suis revenu, j'ai réappris finalement à bien cerner ces notions à la fois spirituelles et religieuses, mais ça n'a rien à voir, tu peux être spirituel et pas être religieux, et inversement, religieux et pas du tout être spirituel, et avancer dans un sens où tu vas dire que là il y avait quand même des choses à prendre, d'aller creuser avec des personnes qui m'ont mentoré, à la fois que je ne connais pas et il y a des siècles, avec des philosophes, avec des personnes qui ont fait des écrits, et des personnes qui m'ont aussi aidé dans mes questionnements. Donc c'est pour ça que la définition du spirituel, c'est quand tu commences à te poser des questions que tu connais, t'as pas la réponse, et c'est là que tu te dis aussi que les plus grands scientifiques finalement de l'histoire, qui sont très cartésiens, mathématiciens, physiciens, finalement c'était des personnes très très croyantes, parce qu'ils avaient des choses qu'ils pouvaient pas expliquer, à la fois scientifiquement, mais même d'un point de vue de la matière et spirituellement. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je suis revenu, ça commence à faire quelques années maintenant, mais où j'ai réappris à aimer les valeurs de la religion catholique, et pour laquelle la spiritualité est très importante pour moi, et notamment via de la philosophie sur laquelle, j'ai toujours aimé la philo, mais j'ai réappris à aimer la chose grâce à ça. Juste un petit mot sur la spiritualité. C'est intéressant parce que au final, d'avoir ce côté spirituel, ça montre que on reste des humains, on a des croyances, et on peut se rattacher aussi à des choses, et ça c'est propre à chacun. Et je trouve ça vraiment chouette que tu abordes ce sujet, parce que tu vois, si on prend l'exemple de tes parents, et tu dis que tu l'as rejeté à l'époque, et c'est pareil, moi ma mère était très croyante, et au final moi j'ai jamais trop été impacté par ça. Moi aujourd'hui je suis pas baptisé ni rien de tout, tu vois, je suis un peu, tu vois, l'inverse total, tu vois, de toi. J'ai pas fait tout le parcours catholique, initiatique, bien sûr. Mais par contre, je suis très spirituel. Tu vois, je pense qu'on a d'autres choses qui sont au-dessus de nous, et qu'on peut aller chercher un terme d'énergie, d'univers. Tu vois, parle d'univers, il y a d'autres religions, les fréquences, tout ça. Voilà, ça c'est des choses aussi. Bon, spirituellement, mais différemment. En tout cas, non, c'est vraiment très intéressant, comme quoi. Peut-être que même Elon Musk, s'il faut, peut-être que lui, il pourrait nous parler de ce sujet, on ne sait pas. Je pense que oui, parce que clairement, c'est aussi, tu reviens à la question de, je vais pas te dire, mais les gens qui comprennent pas l'argent, ou qui n'en ont pas beaucoup, ils vont se dire, mais pourquoi tu continues de travailler? Tu sais, la question même que tu vas te poser à un Bill Gates, mais pourquoi tu travailles? T'es milliardaire depuis 20 ans, en fait. Mais en fait, c'est ça, déjà, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu reviens au principe de tu sers plus à rien et t'es de la biomasse, tu consommes jusqu'à la fin de tes jours, c'est un peu bizarre quand même. Enfin, tu vas pas rester sur une île déserte à boire ton cocktail comme beaucoup disent. Et je pense que l'emploi du temps d'Elon Musk, à travailler 20 heures par jour, je crois qu'il a 11 enfants, un truc comme ça, il voit pas ses enfants. Pour lui, je crois qu'il y avait un journaliste qui lui avait demandé, il avait dit oui, non mais moi le temps avec mes enfants aussi, je passe du temps avec eux, quand je réponds à mes mails le matin, je leur parle un petit peu. Ça, c'est ça, lui. Mais parce que, alors là, il n'y a pas de jugement, c'est que ses valeurs, lui, la famille, c'est pas important, c'est la contribution, lui, sa valeur la plus importante. Mais la contribution, là, on est sur une valeur spirituelle. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il veut sauver les gens, enfin les terriens, c'est clairement ça, les terriens, pour aller sur une autre planète, pour sauver l'être humain de lui-même? Je pense qu'il y a un peu de spiritualité, sinon, à moins qu'il ait un ego vraiment surdimensionné et qu'il va être le number one de l'histoire, je pense pas trop non plus. Je pense pas trop non plus, c'est vrai. Et c'est pas l'argent non plus. Là aussi, une valeur, c'est important, mais je pense que c'est pas dans son top 10. Non, je pense pas. Pas la famille, pas l'argent, mais la contribution, ça c'est sûr et certain. Je pense c'est des choses comme ça, à la fois qui te permettent de te tenir, c'est pour ça que
le nihilisme ambiant de la civilisation actuelle fait que beaucoup sont perdus, sont déprimés parce qu'ils savent pas quoi faire. Ouais. Bon, déjà, une bonne solution, c'est de travailler, c'est d'avoir un objectif. Ouais, c'est bien. con, hein, mais Ouais, même sur ouais, les ouais. psychologues, ils disent, fais un truc. C'est clair. Et que c'est pas la motivation qui amène l'action, c'est l'action qui amène à la motivation. Je suis d'accord. Et donc et ramener à la spiritualité, c'est ça. C'est-à-dire que si tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je dois faire, ou même des moments où tu es down, où tu te dis, c'est pas le cas, mais là, toi, je viens de me séparer, ou j'ai pas encore d'enfant, j'ai 35 ans, des trucs comme ça. Oui, mais quel est vraiment en fait l'objectif derrière l'objectif et l'utilité que toi tu dois faire, même si c'est des choses qui ne correspondent pas à ce dont je pourrais parler, mais un artiste ou un sportif, quand il est dans son excellence, globalement il sait faire que ça, mais il le fait très très bien et il apporte de l'émotion aux autres, voilà, c'est sa mission de vie. Je suis d'accord. Et il faut que tout le monde puisse y arriver et tendre vers une excellence comme ça, et une démarche spirituelle finalement. Ça me fait aller du coup vers une autre question. François, c'est quoi ton pourquoi ? Moi, et je l'ai clairement défini, c'est de redonner la souveraineté monétaire aux citoyens. Ok. Enfin, c'est un des trucs qui me révolte le plus. C'est le système, en fait, à la fois financier, macroéconomique, enfin, tu prends tous les tenants, les aboutissants, qui font que, par exemple, l'inflation, là, elle est créée parce qu'il y a 3 mecs qui ont dit, tiens, on va imprimer 50 milliards. Ouais. En fait, votre argent, elle vaudra 10% moins cher à la fin de l'année. Puis t'es contrôlé, et puis tu peux pas faire ce que tu veux avec ton argent. Ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus. Ouais. Dans mes valeurs d'insoumission, que je parlais de tout à l'heure, c'est un peu de la soumission. Et c'est ce que j'ai adoré dans la philosophie de la crypto, qui est initialement libertarienne, c'est cette liberté, c'est-à-dire que ça reste du pair à pair, hein, si tu reprends le protocole informatique, mais dans la philosophie, t'as plus de tiers de confiance, t'as plus de banque centrale, t'as des métiers type banquier, notaire, comptable qui disparaissent, t'as plus ce tiers de confiance, et c'est vraiment de pair à pair, ça horizontalise la chose, et dans cette idée-là, et c'est dans les différents projets que j'amène, c'est de redonner cette souveraineté monétaire aux citoyens. Ça passe par le Web3, ça passe par les cryptoactifs, et ça passe par aussi le choix de ton investissement. Parce qu'en gros, ça aussi je dis assez souvent, pour changer les choses, il n'y a que 2 choix. Et c'est soit l'argent, soit le pouvoir. Ok. T'as pas d'autre façon de changer les choses, on est d'accord. C'est pour ça que quand t'es un extrémiste de dire l'argent c'est pas important, tu as envie de changer des choses, oui, comment tu fais, je sais pas, je peux rien faire. Oui, donc c'est vrai. L'eau fraîche, je sais pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Ou une pancarte, gilet jaune, ça marche pas. Non. Donc c'est soit t'as de l'argent, soit du pouvoir. Pouvoir, c'est très compliqué à avoir, et même si t'en as, c'est parce que t'as mis des années, des décennies à l'avoir, et puis ou alors que ça vient d'une structure, d'un écosystème. Ou tu es papa de. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. De l'argent, c'est plus facile, plus rapide. Tu peux faire des trucs très, très rapidement. Donc en fait, c'est vraiment là où tu mets l'argent qui va faire changer les choses. Donc aussi dans tes investissements, d'ailleurs quelle que soit la problématique, transition écologique, souveraineté monétaire, des aspects comme ça, même médical, là où tu mets ton argent, c'est pour ça que j'ai un positionnement alternatif dans la gestion de patrimoine, et on accompagne les clients là-dedans, je leur fais investir. Je le fais pas investir dans l'assurance vie ou du Pinel ou du machin d'il y a 50 ans. C'est de la durabilité, c'est du Web3, c'est le monde de demain, c'est le changement de paradigme qui fait que spirituellement je m'y retrouve, alors que factuellement ça paraît très business, argent, ainsi de suite. Mais je vois le changement à mon niveau, à mon échelle, que j'apporte et qui respecte mes valeurs. Ok. Tous ces sujets-là, t'en parles dans le livre ici, Imo Bitcoin. Une partie. Oui, mais après, c'était intéressant. Il est niché, le livre. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant parce qu'au final, on peut tokeniser l'immobilier. Tu parles de tout ça, tu parles aussi que le Bitcoin apporte des grands changements dans notre société, et je pense que la façon dont tu l'expliques, elle est vraiment la plus simple et vraiment pour moi la mieux résumée. En plus il y a un chapitre, c'est la philosophie du Bitcoin. Et je trouve qu'au final, parce que les gens disent Bitcoin, c'est l'argent des voyous, non. Enfin, intéressez-vous d'abord au concept du Bitcoin. Oui. C'est hyper intéressant, mais du coup... Surtout quand on va dire non mais moi j'ai pas confiance, ça change quand même. Il y a 5 ans c'était quand même complètement différent. Mais oui. j'ai beaucoup plus peur avec des euros
que avoir du Bitcoin qui, je sais que c'est à moi, je sais où c'est, il y a personne qui peut me le prendre, que l'euro déjà il perd de la valeur et on peut me le prendre et puis demain l'euro il peut disparaître aussi. Puis si tu veux retirer, quand on te dit non, vous pouvez pas. Donc là, le Bitcoin, c'est la solution à tous les problèmes monétaires. C'est un peu le dernier niveau, tu vois, c'est dans l'évolution de la monnaie, entre le troc, l'or, lingot, les pièces. Ensuite, il y avait l'argent fiduciaire, mais qui était adossé à l'or, puis c'était plus adossé. Et donc là, tu arrives au niveau final, cryptographique, avec la blockchain, qui permet en fait d'avoir un système qui fonctionne, où tu peux pas pirater en plus, donc fonctionnel. Non, mais c'est un Bitcoin. Enfin, moi, c'est un sujet qui est passionnant. Je pense qu'on pourra en parler longtemps, mais je comprends du coup que ça alimente ton pourquoi aussi, ce fait par rapport à la soumission. Bah, c'est juste quand je vois un truc juste et qui est performant, j'ai envie de le mettre en avant, surtout quand ça va aider. Et ce qui est bien aussi, c'est que là-dedans, il y a une vraie justice. C'est-à-dire que le Bitcoin, enfin le réseau, tu as compris la chose, la blockchain et toute la techno qu'il y a derrière, bien sûr. Ça regarde pas la couleur de peau, ça regarde pas l'âge, ça regarde pas le milieu social. Ouais. Donc un financement ou un machin qui est refusé à telle personne parce qu'il est de tel... ça marche pas. Oui. Donc ça te met une vraie justice, mais pas une égalité, une équité. Parce que l'égalité, c'est pas vraiment ça c'est autre chose. Mais... Ouais. Non, mais je trouve qu'au final, le pouvoir que Bitcoin... le pouvoir est énorme sur Bitcoin, je parle Bitcoin, des crypto-monnaies, je trouve qu'au final, ça met tout le monde d'accord. Ouais. Ok, on va enchaîner sur une question. Si tu étais une musique, laquelle serais-tu et pourquoi ? Très compliqué comme question. Prends ton temps. Alors je vais sortir mon Joker pour t'en sortir deux. Okay. Une pour l'homme et une pour le côté business. La première, qui est dans mon panthéon musical, ce serait Unfinished Sympathy de Massive Attack. Ok. Parce que très dense, parce que beaucoup d'émotions. Peut-être un des chocs les plus importants que j'ai eu à la première écoute d'une musique. Il y a beaucoup de jazz, de musique classique, c'est même une référence à une symphonie de Schubert. Ok. Je savais pas. Et même les membres du groupe, il y a un émigré italien, il y a un jamaïcain, et donc c'est énormément de choses en même temps et qui sont cohérentes. Et il y a peu de musique aussi dense finalement que ce type de musique. Et le clip est exceptionnel. Ça, c'est vraiment pendant 4 minutes, tu as la chanteuse qui marche dans la rue et c'est un plan séquence assez incroyable. Ok, et j'irai voir. Donc ça, c'est pour l'homme. Ok. Et pour l'entrepreneur, businessman, homme d'affaires, je dirais Survival of the Fittest de Mobb Deep. Ok. Lisez les paroles, voilà, pour le refrain, où là effectivement on se rapproche finalement beaucoup de la nature dans le business, parce qu'il n'y a pas de question d'égalité. Enfin, si tu peux pas avoir de business et de capitalisme finalement, s'il y a une question d'égalité, c'est-à-dire que c'est le plus fort ou celui qui se démarque. Et donc notamment par rapport à ce groupe et par rapport à cette chanson, c'est vraiment, c'est pas le même parcours, mais c'est comment arriver partant de rien, en n'ayant pas d'aide et en n'ayant pas forcément d'entourage qui soit entrepreneur. Ouais. Donc c'est survie du plus fort, survival of the fittest. Du coup, donc tu te revois un peu par ton parcours aussi beaucoup dans... Ouais, je me vois l'écouter aussi en train de me répéter ça, motivationnel. Gros ancrage du coup pour toi. Ouais, tout à fait. Excellent, trop bien. Si tu étais un film, lequel serais-tu ? Et pourquoi ? Là, c'est plus facile. Parce qu'autant il faut faire un choix sur la musique, ça peut être complexe. Sur le film, je te dirais mon long métrage préféré, Le Parrain. Okay. Dans cette logique, il y a toute la saga du Parrain, chacun a son préféré, mais de se créer sa propre mafia, pour réussir à se créer un empire. Il n'y a aucun empire qui s'est créé par une seule personne, tout le temps des gens derrière qu'on voit pas. Mais là, c'est vraiment le côté familial, réseau, amis proches qui va faire que tu vas te créer toi-même ton écosystème. Et sans avoir à tuer des gens comme dans le film. Ouais. Tu peux écarter des personnes sans avoir à les tuer. Mais l'idée, c'est la même. Et j'aime beaucoup la chose. C'est partant de j'y avais quasiment aucune famille à je travaille avec mes meilleurs amis, ma chérie. Donc c'est ta petite mafia italienne à toi, quoi. Ouais, et du coup, quand je revois le film, j'ai l'impression que c'est moi. Du coup. Ok, excellent.
Ok. Si tu pouvais avoir 5 minutes avec une personne célèbre, ce serait qui et qu'est-ce que tu lui demanderais? Là aussi, tu as envie de dire beaucoup de profils différents, mais je dirais Nas, donc, Nasir Jones, son vrai nom et prénom. Déjà parce que j'ai envie de lui faire un câlin, parce que c'était un des peut-être mon artiste préféré dans le hip-hop et la personne qui m'a accompagné dans mon adolescence. Et aussi parce qu'il a un profil dans son évolution qui a été très intéressant, puisqu'il est entrepreneur et investisseur aujourd'hui. Ok. Et notamment business angel, c'est-à-dire qu'il investit beaucoup en equity, en crypto, il a investi dans Coinbase, donc voilà, je pourrais lui demander des petits tips s'il n'a pas des deals en cours pour les clients, quoi. Ouais, excellent. Et ça tu peux le suivre, tu le suis. Il parle de ces actus-là ou de ce qu'il fait, comment tu le sais ça? Juste une petite parenthèse, comment tu l'as su? Alors, l'equity, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un domaine particulier, c'est du non-côté. C'est pas pareil qu'acheter une action en bourse. Souvent, tu as l'information après. Pour confidentialité, pour beaucoup d'intérêt, bien évidemment. Moi, le premier, pour pas faire capoter le deal ou tout simplement, des fois, c'est des questions de négociation par rapport à d'autres. Donc, souvent, on a l'information après. Là, je sais, il annonce qu'il a investi dans machin. Et même souvent, ça marche dans les deux sens. La boîte, elle est contente d'avoir comme investisseur telle personnalité, telle personne influente. Chacun à son échelle. Si j'investis, je sais qu'il y a une boîte crypto dans laquelle j'ai investi, ils l'ont mis en avant parce qu'ils étaient contents d'avoir au bord de différentes personnalités de la crypto. Et puis des fois ils l'annoncent pas, mais bon, comme tout est transparent parce qu'il y a un actionnariat, des fois tu vois dans l'actionnariat de machin qui a aucun rapport en plus avec lui, son histoire, le milieu d'où il vient, la musique, et il a investi beaucoup dans la techno, dans la tech, et donc forcément moi c'est exactement ce que je fais. Donc en plus de m'avoir accompagné pendant des années sur sa musique qui est ultra qualitative, c'est un personnage qui est très 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 bon en affaires. Excellent. François, si tu pouvais changer quelque chose de ta vie avec une baguette magique, qu'est-ce que ce serait? Un paramètre que je peux pas changer, effectivement, ce serait d'avoir plus d'heures dans ma journée. Donc là, tout le monde a 24 heures. Ouais. Tu l'entends d'ailleurs souvent cette phrase. Oui. 24 heures, ouais. Mais j'aimerais bien avoir plus de temps, soit pour dormir plus, soit pour réussir à caler et pas avoir la sensation à la fin de la journée j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais. Donc ouais, c'est pour rallonger le temps ou tout simplement que j'aille plus vite dans ce que je fais, ça serait génial. Ok, d'accord. Je pense qu'on serait tous à vouloir faire ça. Ouais, j'avoue que des fois, tu vois, rallonger les journées, te dire, mais en fait, c'est bon. Je peux encore des fois, j'ai de la marge. Ouais, des fois, bref, des fois, c'est ingérable, c'est un truc de fou. Okay. Question un peu différente cette fois. Si tu disparais demain, il te reste 24 heures à vivre, qu'est-ce que tu fais pendant ces dernières 24 heures? Je sors la baguette magique pour que la journée dure plus longtemps. Ok, déjà c'est gros point. Ouais. Bon enchaînement. Ouais, très bien. Et je le passe avec ma mafia. Là, je fais vraiment beaucoup de liens avec ouais, très bien. Je passe du temps avec ma famille, ça c'est sûr et certain. Les amis, la famille, les bébés évidemment. Ouais. J'écoute mes 2-3 albums favoris. Voilà. Dernière fois pour la route, important quand même, avec tout le monde, mais c'est moi qui choisis. Vous dites rien, c'est moi qui là c'est clairement. Okay. Et je passe une nuit endiablée avec madame. Ok, très très lourd. Ok. Est-ce que tu as un grand regret? Alors je sais pas s'il est grand, mais je dirais d'avoir fait ce que j'ai fait, d'avoir commencé plus tôt par rapport à ma timidité, la confiance que j'avais. Parce que j'étais très réservé. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles j'ai mis du temps à commencer, que ce soit technique ou pas. L'immobilier, j'avais peur de faire de l'immobilier, pas de raison. Une fois que tu l'as fait, ça semble évident. Ce genre de choses que je dis aux clients, j'ai perdu du temps. Et il y a la confiance que je n'avais pas, sur lequel je me suis fait accompagner par des coachs, coach scénique, coach prise de parole en public, beaucoup de choses qui m'ont sorti de mon caractère. Et bon, évidemment, les résultats, ça fait aussi pour beaucoup. Quand tu commences à avoir des résultats, ça te met en confiance. Franchement, on dirait pas du tout que
en te voyant aujourd'hui, l'échange qu'on a, que de tout ce travail. Les interviews, déjà, j'en ai fait 150. Mais c'est. Ah, tu m'aurais dit ça aussi à l'époque, je t'aurais jamais cru, mais bon, comme beaucoup de personnes aussi sur énormément de points, mais je parlais pas en cours. C'était la seule chose que j'avais sur mon. Toi, j'étais très bon élève, mais ne prends pas la parole, ne participe jamais. Je parlais pas aux filles, toi, j'avais vraiment du mal, quoi. Okay. C'était compliqué. C'est pour ça aussi que j'ai fait du sport et que je me suis réfugié dans la musique. Mais ça m'a bloqué sur beaucoup de choses. J'ai quand même relativement commencé tôt, jeune, et ça n'a pas été bloquant. Toi, je sais pas, comme si à 40 ans, j'avais rien fait. Mais il peut y avoir un sentiment effectivement de perte de temps mais bon, c'est mon histoire et finalement j'en suis là grâce à ça, mais c'est pas un gros problème. Ok, d'accord. Quel est du coup, pour vraiment faire le contraste, quelle est ta plus belle réussite? Ben là, c'est l'écosystème que j'ai créé familial, notamment avec Marine, qui me permet aujourd'hui de passer du temps avec les enfants et de potentiellement ne pas avoir à travailler 50 heures par semaine, d'avoir quelque chose de cohérent, de me libérer quand je veux me libérer et potentiellement même d'aller plus loin dans l'idée, c'est-à-dire de peut-être travailler avec mes enfants plus tard. Je sais pas si tu connais l'émission l'agence à la télé là sur l'immobilier de luxe où ils travaillent tous en famille, il y a 3 générations. Ok, d'accord. Faut que je la regarde cette série. Vraiment bien. Il y a très peu de choses que je regarde à la télé, mais ça c'est bien. Puis en plus tu vois vraiment de l'immobilier, c'est pas du pipeau. Il paraît que c'est très très lourd. Ouais, c'est super intéressant parce que là c'est 4 garçons et les 4 travaillent avec les parents. Bon, les parents ils ont fait le truc le plus compliqué, mais c'est un exemple et dire que voilà t'as plusieurs générations qui travaillent ensemble, c'est génial. Après c'est sûr que les enfants ils font ce qu'ils veulent, aucun rapport, ils font ce qu'ils veulent. Mais si j'ai un ou plusieurs enfants qui travaillent avec moi, bon, ils sont déjà dans la holding familiale, la succession est déjà terminée. C'était même fait avant qu'ils arrivent, qu'ils soient nés. Trop bien. Mais en tout cas, ce serait vraiment cet écosystème que j'ai créé de rien, avec l'anticipation de se dire on va faire ça à tel moment, anticiper les naissances, anticiper le travail, se dire on va travailler moins pour pouvoir nous permettre d'avoir du temps. Ouais, ça c'est plutôt bien réussi. Trop bien, trop bien. Merci pour tous ces partages. Franchement, Plaisir. Trop bien. On va enchaîner maintenant donc une petite séquence. Donc moi, tu m'as présenté. Je demande à mes invités une petite sélection musicale. Que ce soit là les albums qui les ont marqués. Je suis ton homme là. Voilà, là je peux pas avoir plus grand client que François là-dedans. Je suis client. Voilà, gros collectionneur de vinyle. Dans cette sélection, moi j'ai choisi du coup quelques artistes, parce que forcément on a eu des références qui se sont croisées. On va commencer par un premier disque, et j'aimerais que tu nous en parles quelques minutes, de cet artiste aussi. Donc qui est Miles Davis, le fameux Kind of Blue, album mythique de l'artiste. On est sur une version française. Oui, version française, donc Fontana. Original de 1960. Si on voit la caméra, mais... assez abîmé ici. Mais en fait, c'est la beauté de l'objet. Ouais. Pour la petite histoire, voilà, je l'ai trouvé en fait à Lille, chez B-Side Records. Je rentre dans le magasin, il l'avait posé depuis 5 minutes, puis j'ai vu, j'ai dit, hop, pour moi. Ils m'ont dit, monsieur, on l'a posé il y a 5-10 minutes. Voilà, donc ce genre d'album, quand on les trouve en général, il reste pas longtemps. Mais quand tu m'as cité l'artiste, j'ai dit, ouais. Voilà. Et moi, écoute, même pour être honnête, de cet album en vinyle, moi, je n'ai que celui-ci. Je n'ai pas encore c'est le plus connu, c'est peut-être même l'album jazz le plus cité systématiquement, la référence, le classique parmi les classiques. Et Miles Davis, c'est effectivement un top 10 artiste de tous les temps. Le garçon a révolutionné son genre musical plusieurs fois. Ouais. Parce que déjà le faire une fois révolutionner la musique, enfin dans son genre, c'est quand même assez costaud. Lui, il l'a fait plusieurs fois. Jazz traditionnel, jazz psychédélique, il a intégré du hip-hop après, du bebop. Enfin, c'est assez exceptionnel. La discographie est incroyable, le personnage est incroyable, une fin de vie, c'est un film. Et ensuite la musique. C'est-à-dire que la musique, pour moi, c'était le lien entre, là je parle du jazz, mais Miles Davis c'est de référence, entre ma formation classique, j'ai commencé le piano à 4 ans, j'ai fait du piano pendant 10 ans, et ensuite ma passion pour le hip-hop, parce que le hip-hop c'est peut-être la musique la plus éclectique qui soit, et qui reprend énormément, et qui a des refs dans la musique noire, jazz, soul, blues, et Miles Davis il a été samplé je ne sais pas combien de fois, et donc c'est la liberté
totale dans le jazz, parce qu'il y a beaucoup d'albums qui ont été enregistrés en une fois. Voilà, les mecs, ils ont rien préparé, c'est devenu mythique. C'est juste déjà rien que cette histoire, c'est incroyable. Donc la liberté et le côté rebelle de Miles Davis. T'as l'impression que c'est un peu l'enfançage, le genre idéal, mais pas du tout. Donc ça, c'est vraiment le côté hip-hop, rebelle. Et quand même, ça c'est le niveau d'excellence de la musique classique. C'est-à-dire que très peu de personnes peuvent faire ce genre de musique. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de musique mainstream où tu peux interchanger les artistes. Et bon, ça revient un peu au même. Oui, non. Là, on est sur du niveau, j'allais dire presque spirituel de l'enlèvement de ce que t'apporte ce genre de musique. Non, mais c'est vrai que moi, cet album, quand je l'ai découvert aussi, Kind of Blue, je me suis dit, mais c'est quoi cette claque? Déjà, le jazz, hein, pour moi, à titre perso, je pense que tu peux pas l'aimer à la première écoute. Non. Bah, c'est le principe justement de l'excellence. Tu vois, c'est tout ce qui est élitiste. Au début, j'ai pas compris, tu sais, les musiques jazz et tout ça. Moi, je pense, j'ai des amis, le jazz, c'est pas, tu vois, ça va dans tous les sens, tu vois. Bon, t'as puis des jazz fusion, bebop, mais bebop, c'est quand même particulier. Enfin, puis ça se joue souvent des fois des trucs en 3 temps, etc. Donc, c'est assez particulier. Souvent, la marque de l'ultra qualité, c'est la profondeur. Beaucoup de choses, c'est-à-dire que aimer l'opéra, aimer la musique classique, je trouve que c'est pas donné à tout le monde. Ouais, je trouve que c'est complexe. Il y a un cheminement déjà musical et un cheminement aussi de volonté de s'y remettre et de se dire bon, il y a un truc que je loupe, c'est une remise en question. Ouais, mais moi j'ai persisté à écouter. Et puis à bout d'un moment tu te dis en fait c'est un génie. Enfin, et puis après bon, au bout de 50 fois il y a des trucs que t'as zappé. Bon, ça c'est autre chose. Mais là c'est pas juste vouloir être élitiste pour être élitiste. C'est qu'il y a très peu d'albums comme ça où tu reviens. En même temps, c'est the référence pour le jazz. Disque incroyable. On enchaîne du coup sur une référence dont tu as parlé. Massive Attack. Exactement. Donc c'est pas l'album que tu as cité. Mais pas tant que ça finalement. Ouais, c'est l'album Mezzanine. C'est l'album de trip-hop, là aussi avec la couverture mythique qui revient le plus souvent. Tout à l'heure j'ai cité Unfinished Sympathy, mais qui venait du premier album Blue Lines, donc qui venait avant celui-là. Celui-ci est très connu pour un titre en particulier, Teardrop, qui était sorti partout. Dr House, voilà, c'est Dr House, le générique de Dr House, c'est Teardrop. Exactement. Voilà. Et c'est dans un peu la même logique mais différent. Autant le jazz ça va être minimaliste et tu vas chercher à apprécier la beauté un peu comme la nature parce que tu rajoutes rien. Là c'est la densité d'énormément de références de plein de styles différents. Même tu retrouves quelqu'un qui aime le hip-hop il va aimer ça et quelqu'un qui va aimer le jazz il va aimer ça. Je crois que dans Teardrop de mémoire là je vois la musique dans ma tête et je crois qu'il y a même du clavecin. À quel moment tu zingues du clavecin dans des musiques un peu hip-hop, un peu moderne, tu dis ok les mecs... Ouais, c'était... même historiquement le trip-hop, c'était de réussir à faire un album sans avoir à jouer toi-même d'un instrument. C'était essayer de faire un album à 100% en se basant sur du sample. Je crois que le premier, c'était le premier album de DJ Shadow, Introducing, où il avait... à 100%, il n'a pas joué un instrument, c'était pris à gauche, à droite. Et donc déjà, par rapport à la révolution que ça représentait dans les années 90, et c'était un changement important pour la musique. Il y avait beaucoup de choses classiques, ça mélangeait pas trop les genres. Et le trip-hop, qui reste une musique de niche, parce qu'il y a très peu de référents, et ça n'a pas passé les âges non plus. Eux, sur leurs différents albums et les discographies, ils se sont réinventés à chaque fois et à chaque fois c'était excellent quoi. Ouais, grosse claque quoi. C'est que moi j'aime, tu vois le Blue Line c'est marrant mais c'est un album que j'ai pas encore, je connais certains titres que j'ai pas encore écouté en entier, mais en tout cas je prendrai plaisir, tu vois, là ça me donne envie. Ouais, t'as envie, là genre, ça se passe comme ça. Ouais, tu vois là j'ai envie d'écouter. Ça c'est mon préféré. Tu le savais pas du coup parce que tu m'as pas demandé. Mon titre préféré sur Blue Lines, mais dans la globalité celui-là est peut-être le plus abouti de tous en fait. Ok. Donc, d'accord. Écoutez ça, c'est Massive Attack, dinguerie. Bon, maintenant on est sur quelque chose que tu connais. Quand tu m'as cité le nom, j'étais là, mais mon groupe préféré. Voilà, Gangstar. Gangstar, peut-être moins connu peut-être que Miles Davis ou Massive Attack, sauf pour ceux qui aiment le rap, bien évidemment. Gros groupe hip-hop. La définition du rap, alors, rap côte est new-yorkais, pour lequel j'ai vraiment une préférence. Et sur lequel je suis incollable. On a essayé de me piéger, mais on n'a jamais réussi. Donc, qui est composé de deux personnages. Donc, DJ Premier, qui est le producteur,
qui est vraiment peut-être la personne, la cité numéro 1 en termes de producteur qui a produit pour les plus grands artistes hip-hop de toute l'histoire. Ok. Et donc Guru, qui est le rappeur, qui est décédé il y a quelques années. Donc ça, c'est un album posthume. Ça, c'est le dernier. D'accord. Qui est sorti donc après la mort de Guru. Et qui pour moi devient factuellement un des meilleurs albums posthumes de tous les temps. Souvent, c'est assez mauvais, les albums posthumes, dans la direction artistique, de ce qu'on propose l'album, c'est assez mauvais, c'est surtout pour faire de l'argent en général. Hein. Les albums de Tupac, ce genre de trucs. Là, c'est très très bon. Et je dirais que c'est même une des seules discographies, toute musique confondue, qui est classique. Tous les albums sont des classiques. Il n'y a pas de mauvais album, il n'y a pas même juste de bon. C'est que excellent, très bon, classique. Donc c'est vraiment une référence. L'excellence, on parlait tout à l'heure de lui, il est à sa place, il fait vraiment. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de l'imiter. Inégalé. Ok. Pendant 30 ans. Et donc, par exemple, parce qu'il y a des artistes, parfois, ils sortent des albums, il y a des albums qui sont moins bons. Bon. Et là, donc, toi, aujourd'hui, donc, tu affirmes et tu dis, aujourd'hui, voilà, tu prends n'importe quel album de Gangstar, il y en a pas un plus mauvais. Souvent même, alors, pour beaucoup de genres, le premier album, c'est souvent le meilleur. Le premier ou le deuxième, tu vois, parce que justement, l'artiste est arrivé sur le devant de la scène, c'était le meilleur. Tu peux prendre énormément d'artistes, c'est souvent le cas. Et après, ça commence à baisser en qualité. Ok. Tu demandes à n'importe quel fan, ou même pas forcément fan de Gangstar, mais c'est pas le premier, c'est pas le deuxième, c'est souvent le troisième, le quatrième. Et en fait, ça monte en qualité. Vraiment, c'est assez incroyable. Donc chacun a ses préférences. C'est aussi signe d'ultra qualité, c'est quand les fans ne sont pas d'accord sur le meilleur album. Donc au final, ils peuvent, parce que admettons, il sera encore là, il fera encore un album l'année prochaine. Ils peuvent même pas dire si celui de l'année est bon parce que tu vois, c'est 2019. Bon, il était décédé. Ça reste un des meilleurs albums de l'année 2019 alors qu'il est mort. Incroyable. Et donc oui, aussi un groupe qui m'a accompagné, que j'ai écouté des milliers d'heures. Moi, Gangstar, tu vois, celui-là, je l'ai acheté hier. Parce qu'en fait, donc je l'ai vu déjà. La pochette est ultra connue. Mais on est bon. Ça me chatouille depuis tout à l'heure. Tu fais de l'eau ? C'est bon. Donc celui-là, en fait, je l'ai acheté hier. Et en fait, donc chez un disquaire, et c'est mon pour l'interview. C'est mon tout premier. Quand tu dis Gangstar, je dis m'en fous. Et en fait, j'ai vu celui-là, j'ai pris direct. Bon, c'est une. Donc le dernier album. C'était une de mes premières collections dans ma collection. C'est une collection, bon, c'est assez cher. Et je voulais avoir tous les albums et même essayer d'avoir tous les maxi, les originaux. Donc c'est une collection dans la collection. Alors, à savoir ce que là, François dit, en fait, Luc, c'est vraiment le gros geek du vinyle. En fait, il va chercher les sorties, les maxi, les singles, etc. Bref, il va loin. Mais je trouve ça juste magnifique parce qu'on n'a pas les mêmes profils collectionneurs, ça c'est marrant, mais bon, ça je pense. On a un peu comparé. On n'a pas le même profil, mais c'est hyper intéressant. Mais ouais, toi, c'est vrai que toi, tu vas même chercher les pépites, les maxi, les singles, les trucs qui sont sortis en. Alors pour 3-4 points, donc là, notamment parce que c'est dans mes tops, dans mes favoris, hein, c'est compliqué de faire ça pour tout le monde, t'en sors pas là, tu finis sur des collections. Et puis ça coûte un rein aussi, hein. C'est ça. Ouais. Surtout si tu privilégies les originaux, hein. Il y a beaucoup de rééditions qui permettent d'avoir moins cher l'album, tout simplement. Donc là, d'ailleurs, c'en est une. Quoique celui-là, il est récent, mais là, on voit que Massive Attack, c'est un gros. Mais Miles Davis, c'est un original. C'est un original, ouais. Donc, voilà, ça reste une collection. Une collection, on est aussi dans l'émotionnel, on est dans quelque chose qui te permet d'exprimer ton côté artistique. Bien sûr. Bien sûr. Non, après, c'est vrai que le côté d'avoir des originaux, je comprends. Moi, j'ai pas que les originaux. Non, je peux comprendre. C'est pas possible au bout d'un moment. Mais bon, voilà. Mais quand on prend un Miles Davis comme ça, moi, ce que j'aime, c'est l'histoire que peut représenter aussi un original. Que il a avoir des albums en double. Il a passé, oui, voilà. L'original et une réédition ou voilà. Où tu vas plus passer, moins passer, etc. Bref, mais bon, c'est aussi le disque. Il a traversé plusieurs mains, peut-être plusieurs familles, plusieurs histoires, etc. Je trouve ça aussi. Il faut que ce soit personnel, une collection. Bon. Là, je l'ai vu 3 fois en live, DJ Premier. Donc, j'ai pas eu Gangstar en entier. Miles Davis, malheureusement, non. Massive Attack, ouais, une fois. Incroyable. J'ai vu Portishead, parce que je sais que c'est la référence trip-hop. En live, c'était au. Moins de live, quoi. Ouais, mais c'était au Vieille Charrue. Ok. Et Portishead en live.
C'était pour Vieille Charrue. Une phrase est magique. Ouais, Vieille Charrue, alors festival des Vieilles Charrues à Carré en Bretagne. C'était incroyable de pouvoir voir, ben voilà, bon, c'est que la fameuse Mess Gibbons, de pouvoir la voir en vrai, tu te dis waouh, enfin, c'est frisson quoi. Pour toute musique, c'est référence. Ouais. Là, je l'ai vu à la fois à Paris et sur cette terre à New York quand j'y étais 2 ans là-bas. Donc très important pour moi et donc très très bon choix. Excellent. Bien vu. Trop bien, trop bien. Avant de terminer cette interview, cet épisode d'Entrepreneur Records, on voulait te faire un petit clin d'œil, un petit cadeau. Donc on va voir si on a tapé dans le mille ou pas. J'ai pris un risque quand même parce que je sais que tu es collectionneur, mais bon, je te dis voilà, je voulais. Bon, tu fais un cadeau à un collectionneur. On va voir, mais du coup. Donc toute l'équipe se joint à moi pour t'offrir du coup cet opus. Tribe Called Quest. A Tribe Called Quest. Eh bien, effectivement, c'est le seul que je n'ai pas en vinyle. Bon, je vais pas dire le gros mot, mais what the fuck. Ça y est, là déjà mon cœur se redescend, c'est cool parce que bon voilà, c'était. C'est vraiment de la chance. J'avais peur. J'ai celui d'avant, j'ai celui d'après, mais je l'ai pas celui-là. Voilà, donc du coup cet album. Je l'ai pas. Donc The Low End Theory, avec plaisir. Écoute donc toute l'équipe, voilà donc l'idée de t'offrir cet album. Et en fait la spécificité, c'est qu'en fait cet album est sorti donc le mois de ton année de naissance. Donc voilà, est sorti mai 91. Mais je ne savais pas. Alors, je savais que c'était en 91 parce que j'ai une très bonne mémoire des dates sur les albums. Mais en mai, je savais pas. Donc je trouve ça aussi vieux que moi, plus de 30 ans. Ouais, donc je trouve ça lourd. Donc en fait, et quand j'ai vu l'album, l'artiste, je dis en fait c'est celui-là qu'il nous faut pour François. Donc j'espère. Le risque que tu prenais, c'est que j'avais déjà. Voilà. Mais ouais, en plus grosse référence, un peu assez proche de Gangstar dans le positionnement donc de New York. Mais un hip-hop très jazz. Là, c'est un lien avec finalement les 4 albums sont liés, mais c'est pas du tout le même genre, les mêmes époques. Et du rap Peace and Love, c'est pas du tout du gangsta rap, avec Q-Tip qui est un des musiciens grosse référence multigenre, travaille avec Prince, avec Janet Jackson, vraiment formidable. Donc ouais, classique aussi. Et donc très 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 bon choix. Ok, donc du coup toute l'équipe avec grand plaisir. Donc écoute, nous voilà, bon c'est le but, c'est d'arriver à chercher une petite pépite pour nos invités. Tu prends des risques à chaque fois du coup. Écoute, ouais, là franchement, j'avoue que j'étais pas serein, mais bon voilà, je l'ai pris comme quoi, des fois de prendre des risques, ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Ça fait encore plus plaisir du coup. Donc bon, des fois quand ça fonctionne, quand on a pris des risques, bon voilà, c'est si on peut faire une petite référence entrepreneuriat quelque part, c'est si. Voilà. Et si ça fait découvrir encore plus ces artistes. Bon, ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Oui, non. Surtout que là, ils ont tous leur carrière derrière eux, mais en tout cas, d'un point de vue culturel, pour le peuple, en tout cas, c'est très, très, très bien. Excellent. Donc, l'interview arrive à sa fin. Merci. J'aimerais avoir un petit mot. Merci François d'avoir accepté mon invitation. Très content de t'avoir reçu sur le podcast. Merci à toute l'équipe. Avec grand plaisir. Très bon concept. Merci beaucoup. Je l'ai dit en off, c'est une idée que j'aurais pu avoir développée. Mais non, c'est trop tard. Présent, donc ouais, vraiment félicitations là-dessus. Ouais. Ok, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver, François ? Et bien sur les réseaux sociaux, même si je suis pas un très grand fan dans le partage, mais sur Instagram principalement en story, j'essaye d'être présent tous les jours. Sur LinkedIn, je publie un petit peu. Sinon sur le site Riche à 30 ans, vous pouvez me retrouver. Le site est censé être refait bientôt, mais chaîne YouTube aussi. Voilà, c'est dispo sur toutes les plateformes, mais c'est un podcast, donc c'est une chaîne de podcast, mais c'est aussi sur YouTube. Alors, soit vous tapez le prénom, le nom, soit Riche à 30 ans et vous tombez dessus. Donc vous pouvez pas me louper. Le podcast qui a plus de 5 ans maintenant. Quand même. Ouais, pour le marché français, ça fait ça commence, un vieux riblon. Ouais. Donc voilà, que ça soit pour m'écouter régulièrement avec ma voix suave. Le crooner. Le crooner sur les podcasts ou sinon voilà, sur les réseaux. Si vous voulez être aidé, accompagné dans l'investissement ou tout simplement une question. J'essaie de répondre à tout le monde, c'est pas évident, surtout en ce moment avec les nouveaux-nés. Mais je fais de mon mieux. Ok, trop bien. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, que vous l'ayez vu en vidéo ou que vous l'ayez écouté en format audio, laissez-nous un petit avis, partagez-le, mettez-nous un petit pouce bleu, un petit commentaire. Abonnez-vous, donnez de la force, c'est important.
En tout cas, merci à vous. Donc, si jamais vous voulez aussi nous écrire, vous pouvez nous écrire, envoyer un message en François. Moi, vous pouvez me contacter sur Instagram, donc Damien Joly. Sur Instagram, Damien Joly 01. C'est pas très sexy, mais Damien Joly, bon, je sais qu'il y a un nageur qui explique Damien Joly. Donc, en fait, je peux pas plus. Je serai moins bête ce soir. Voilà, ouais. Donc, du coup, bref, vous pouvez m'écrire sur Instagram. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté et regardé cet épisode. Et on vous dit à très bientôt sur le prochain épisode d'Entrepreneur Records. Entrepreneur Records. True if you, I'm a little true if you.